Bonjour, il y a quelques vidéos de ça, on avait parlé d'un jeu un peu bizarre. Il s'agissait de Blue Reflection, un JRPG un peu bizarre où on contrôlait Inako Shirai, une ancienne danseuse de ballet devenue Reflector, une magical girl qui se bat avec le pouvoir des émotions pour sauver le monde et accessoirement récupérer l'état de ses jambes avant sa blessure, mais cela n'arrivera jamais. Il y a eu plein de péripéties dans le scénario, mais ma conclusion était que l'histoire en faisait des caisses, que les différents personnages sont des personnages fonctions ou sont assez mal écrits, et tout ça saupoudrait d'un gameplay très bancal. Mais ça n'a pas empêché Koei Tecmo, l'éditeur du jeu, de programmer des suites parce qu'ils ont trouvé le concept intéressant. Et assez ironiquement, le premier à voir le jour, c'est un animé. Blue Reflection Ray, on va pas y aller par quatre chemins, c'est de la merde. Autant le premier jeu, je pouvais le défendre, mais alors celui-là... le mieux c'est que je vous montre. L'épisode commence par une phrase philosophique sur les sentiments, Zinedine Zidane, tout ça, mais c'est là qu'un Séphira, pardon, un ancien attaque une école avec deux réflecteurs et... Ouah, c'est laid! Alors là, c'est le tierchet de la mocheté. On a le droit aux monstres en 3D qui saccadent et qui sortent du décor, aux personnages qui dope et qui ne bougent pas, et plus tard, il y a même des images clés qui sautent, ce qui crée un morphing... immonde. Mais ce qui rend le tout encore plus moche, c'est cette direction artistique qui a l'air de sortir de l'outil dégradé de Photoshop. Surtout quand on sait qu'à la base, c'est censé ressembler à ça. Je sais ce que vous allez dire. Oui, mais c'est normal. C'est parce que tu as pris la version TV. Il faut prendre la version Blu-ray qui corrige les défauts. Alors... j'aurais bien aimé ne pas tirer sur l'ambulance, mais sachez que la version Blu-ray a été annulée à cause du flop astronomique qu'a été cette série. Et encore, si c'était que ça, le scénario ne vole pas très haut non plus. Nous suivons donc Ruka Anari dans le Wokistan, puisque la neige est noire, qui arrive dans l'internat du lycée Tsukinomiya. Ruka est une fille froide qui n'arrive pas à se faire d'amis, contrairement à sa camarade de chambre Iori et Ahara, une fille joyeuse qui parle beaucoup et qui débarque le soir en passant par la fenêtre. Elle fait comment pour grimper? On est au premier étage. J'en ai plus rien à foutre, je passe sur l'axe Y. On retrouve également Miyako avec sa coque pourriche, ainsi que Momo, la blonde du début, qui bouscule Ruka en faisant tomber une bague avec gravé à l'intérieur Blue Reflection. Bague qui fait... arrêtez le temps, ne me posez pas de questions, on est à 10 minutes de l'épisode 1. Il semble aussi que la mère de Miyako n'a Dieu que pour son fils, et qu'au même moment, on retrouve deux filles dans la pénombre. Alors 100%, ce sont les méchantes, hein. Bref, Ruka et Yuri apprennent à se connaître, et après que Miyako sorte de la salle des profs, l'une des deux méchantes passe à l'attaque. Hein, mais pourquoi? Pour faire simple, la folle qui s'appelle Uta, qui est une Reflector, les fameuses Magical Girls qui se battent avec le pouvoir des émotions et qui a accessoirement réussi à rentrer par effraction dans une école sans se faire repérer. Bref, Uta a voulu voler un fragment d'émotion à Miyako pour aucune raison de notre connaissance, ce qui a activé une zone de portée qui arrête le temps pour que Momo, qui est aussi une Reflector, intervienne à temps. Mais Yori et Ruka peuvent bouger parce qu'elles ont, elles aussi, une bague. Uta s'enfuit et laisse comme par hasard Miyako suffisamment sur le bord du toit pour qu'elle chute. Mais heureusement que Yuri arrive à temps pour la rattraper et au moment de tomber, il y a un PNG de libellule qui passe devant. Alors j'en ai pas parlé, mais l'espèce de papier peint bleu avec des motifs de plantes et d'insectes, c'est fait exprès, c'est très moche. Bref, le Saint-Esprit dit à Yuri par télépathie de croire en ses sentiments parce que ta gueule c'est magique, et elle se transforme elle aussi en Reflector. Et je dois avouer que l'animation est réussie sur ce coup. Alors évidemment, aucune question à se poser. Mais surtout, ce n'était que l'épisode 1 sur 24. Combien? Bon, parlons au moins d'un truc positif. C'est le son. Pas la musique, elle est assez basique comparée au jeu, puisque le compositeur, Hayato Asano, a été remplacé par Daisuke Shinuda. En plus, l'OST n'est même pas complète, puisque l'anime contient beaucoup de morceaux de musique classique, comme si c'était une série coréenne, parce qu'ils ont pas l'argent pour payer les droits. Je parle plutôt du mixage, qui fait très cinéma, et de la qualité du jeu des seiyuu, les doublages japonaises. Ce qui est assez logique, puisque les comédiennes n'ont pas les images terminées durant l'enregistrement, donc elles y mettent l'effort. Ah, et les petits moments de vie sont sympas. Maintenant, on va parler des défauts, c'est-à-dire tout le reste. Notamment un scénario qui en fait des tonnes pour pas grand chose. Momo travaille en réalité pour l'agence de recherche des anciennes arches. Et cette dernière dit à Ruka et Yuri qu'elles peuvent elles aussi devenir des réflecteurs puisque leurs sentiments sont assez puissants.
Iori a déjà pris sa décision, elle souhaite en devenir une puisque sa sœur, Mio, elle aussi une réflector, a disparu et que Iori souhaite la retrouver. Spoiler, c'est la brune du début, elle est devenue méchante. Non mais regardez, elle dort dans un king size, il y a les deux autres folles sur fond noir dans une église et elle parle avec la même énergie que le Terminator. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous prouver qu'elles sont méchantes. N'empêche, c'est comme si Alexis Lebrun devenait chinois pour aller tabasser son petit frère au ping. Le soir, Iori essaie de convaincre Ruka de devenir une réflector et on apprend que la mère de Iori a disparu en allant acheter des ampoules. Putain, ils ont fait pire que les clopes et le lait. Mais pendant ce temps, Uta et Nina, les deux méchantes je rappelle, sont toujours déterminées à voler le fragment de Miyako puisqu'au même moment, cette dernière, après avoir encore été refoulée par sa mère, se dit que la mort c'est cool. Blague à part, c'est nul la mort. Comme par hasard, Uta et Nina arrivent et se métamorphosent d'une image à l'autre avant d'extraire le fragment de Miyako sous les yeux de Iori et Ruka, qui viennent comme par hasard d'arriver. Et puis sérieusement, un coup le fragment c'est une lumière, un coup c'est un cube, et là c'est une fleur. Va falloir se décider un jour. Et c'est parti pour 17 minutes de combat long, chiant et rempli de flashbacks. Mais bon, pour résumer, ça se bat à coups d'épée, ça fait des joutes verbales, ça détruit le décor, ça fait voler des PNJ d'insectes, il y a des effets d'éclair mais avec des images interpolées, ça fait... Ruka a des flashbacks, Momo se bat contre son ancienne coéquipière, et puis surtout ça... parle. Mais battez-vous! On dirait Freezer, c'est 5 minutes dans la série Dragon Ball Z originale. Tout ça pour que Ruka dise à la fin... Attends, la suite charge. Les méchantes finissent par abandonner et Miyako est sauvée. Enfin, je crois. Pour leur rendre l'appareil, Miyako se propose d'aider Momo, Iori et Ruka, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais c'est quand même très étrange d'avoir des filles qui disparaissent dans un rayon de 5 km². Cependant, Momo refuse puisque Iori et Ruka ne s'entendent pas suffisamment bien. Et donc, comme pour le premier jeu, c'est la routine. Iori et Ruka apprennent à se connaître, il y a des PNJ qui ont l'air d'aller bien, mais... En fait, non. Donc, leurs sentiments se déchaînent, et qui c'est qui arrive? Non mais ils sont soit fiers de ce plan, soit c'est des gros flemmards, soit les deux. Ce n'est pas possible autrement. Bref, passe-t-on et... Attendez, elles viennent de se téléporter. Bon, jusque-là, c'est déjà de la merde, mais imaginez qu'on peut faire bien pire. Les scénaristes se sont dit que ce serait bien d'avoir un arc où on va parler de cette magnifique chose qui s'appelle... Internet. Miyako montre aux autres filles une application de messagerie du nom de Okago. Ce n'est rien, c'est Bastille, lui, qui vient d'exploser. Bref, cette application que seules les lycéennes peuvent utiliser, et techniquement les pointeurs aussi, devient populaire parce qu'une certaine princesse Yuki, je cite, effacerait les tracas des uns en leur jetant un sort. Bizarre. Les filles mènent l'enquête et elles finissent par retrouver la fameuse princesse Yuki, qui est en réalité une malade en phase terminale et qui, comme par hasard, se fait harceler. Mais heureusement qu'une certaine Utan est là pour la consoler. Spoiler pas du tout subtil, c'est Uta la maso. Ah, et quand je dis maso, c'est pas une vanne, hein. Elle ne vit que pour la souffrance et elle a un sacré délire avec les fleurs. Oh mon dieu, c'est une fan de ponce. Mais heureusement, Miyako arrive à soulager notre princesse à coups de messages privés avant qu'Utan n'intervienne. Techniquement, elle aurait pu tout de même commettre un meurtre, mais puisque c'est une série pour adolescentes, elle laisse tomber pour aucune raison. La suite, bah, il ne se passe pas grand chose. Iori et Ruka préparent la fête des étoiles, dont voici la magnifique page Wikipédia, tandis que Momo et Miyako retrouvent une des filles qui s'est faite retirer un fragment par Uta Lamazo. On en apprend plus sous le passé du Hina avec sa mère malade mentale qui est clairement irresponsable. Non mais c'est quoi la morale derrière entre l'autre qui abandonne ses enfants, l'autre qui renie sa fille et celle qui la frappe? Les parents c'est tous des connards. Tu m'étonnes qu'elle s'est fait influencer et qu'elle a mal tourné après. D'ailleurs j'en ai pas parlé mais pourquoi les méchantes appellent Mio Mademoiselle? C'est qui cette gamine qui semble avoir nagé dans la Seine? Et surtout pourquoi il y a une espèce de symbolique religieuse sur ces passages? Attendez. Retour au lycée des deux MC où le festival pour la fête des étoiles s'apprête à avoir lieu. Miyako a appris qu'une certaine Kana serait présente avec Uta Lamazo, qui se sert d'elle comme appât. Ruka apprend avec stupéfaction que la sœur de Yuri est une méchante et pendant que Yuri se fait défoncer par Lina qui est sur le point de la tuer, le temps s'arrête encore. Allez, c'est quoi l'excuse? La grande sœur, elle va arriver sur une musique de Star Wars chantée à cappella parce que j'ai pas les droits pour briser le fragment de l'autre devant sa petite sœur, c'est ça? Pam 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 pam
Papa, 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 papa. 1. Je fermerai ma gueule la prochaine fois. 2. Lâche ce bazooka même si c'en est pas un. 3. C'est pas horrible de faire ça devant sa petite sœur. Pendant que Kana continue sa série de meurtres, même s'il ne peut avoir d'émotion lui donne envie de se faire isekai avant de se faire sauver par Yuri Iruka, la méchante gamine dans l'église, qui s'appelle en réalité Shino, déclenche son plan à l'aide des fragments récoltés, ce qui fait tomber une espèce de neige et fait s'écrouler toutes les filles qui ont des problèmes. Cette blague a été annulée. À cause de Benjamin Netanyahu. Ensuite, c'est le bordel. Les méchantes dérobent de plus de fragments possibles, tandis qu'après un flashback sur l'amitié, Rukairu utilise, je ne sais pas, le pouvoir du scénario. Je ne comprends plus rien. Putain. L'épisode d'après, c'est juste Momo et Mio qui se retrouvent et qui balancent du lore à foison avec encore une fois ce putain de plan recyclé. Tout ça pour dire que, hey Nako, tu te souviens la fois où tu as battu le boss final pour sauver le monde? Ah bah à cause de toi, on va tous se crever. Et aussi qu'il ne leur reste que 3 jours pour mettre leur plan à exécution, parce que c'est toujours plus stylé avec un ultimatum. Comme par hasard, Shino veut le fragment d'Iori pour réaliser son plan parce que ta gueule le script. Pour l'attirer, elle capture Ruka parce que ta gueule le script. Et donc Yuri et Momo se dirigent vers l'école de Saint-Inès, qui est en fait la fameuse église, et donc tout ce bon monde va finir par se battre parce que ta gueule le script. Au passage, ceux qui ont joué au premier jeu, elle c'est Yuri, et elle a morflé. Et on va enfin connaître le plan des méchantes au bout de 11 épisodes que voici. Les émotions présentes dans le common, le monde présent dans le premier jeu, ont été libérées par un combat, et ont atteint les jeunes filles, causant des distorsions dans l'espace-temps. Les filles ne pouvant plus être apaisées définitivement, certaines réflecteurs, c'est-à-dire les méchantes, décide de rassembler tous les fragments des jeunes filles. Tout ça pour avoir suffisamment de puissance afin d'ouvrir le common et de détruire ses mauvais sentiments à la source pour qu'ainsi, je cite, qu'aucune âme torturée ne vienne à naître. Ils auraient pu juste aller voir un psy, hein. Yuri va donner sa bague à Shino parce qu'elle est conne, mais grâce à Yuzu Lime parce que ta gueule c'est magique, Ruka finit par se libérer. Je ne comprends plus rien. Finissez ça vite. Elle peut lancer des Kamehameha. C'est bon, vas-y. Terminé sans moi. Oh putain, il se passe un truc. Ah mon dieu, elles ont tué Momo. Bande d'enfoirés. Et après ça, il y a tout un épisode entier qui ne sert à rien parce qu'ils ont déjà le dernier fragment qu'il leur faut pour réaliser leur plan. Et elles se barrent donc en leur disant d'essayer de les arrêter. Donc, elles ont fait tout ça pour rien, mis à part le fait que maintenant Momo est dans le coma et que la bande à Shino a désormais tous les fragments nécessaires pour réaliser leur plan. Tout ça pour ça. Félicitations, vous venez de tenir jusqu'à la moitié de cet animé de merde. Oui, parce qu'on est qu'à la moitié. Et puisque l'animé a clairement été rallongé pour faire 24 épisodes et qu'on n'a pas beaucoup de temps, et qu'en plus il ne se passe pas grand chose dans cette deuxième partie, je vais vous faire un bref résumé de tout ce que l'on ne va pas parler. Je ne parlerai donc pas du fait qu'on ait pu voir un autre monde derrière Mio et la blague que je voulais faire avec, ni le fait que Shino soit en réalité en 3ème, et aussi au fait que Uta écoute Nina en podcast en train de l'insulter et elle jouit. Et pour faire un rapide résumé de la situation actuelle, Shino a créé une distorsion spatio-temporelle avec le common, Momo est en fin de tournage et Nina a trahi les siens. Maintenant, la suite. Ruka fait la rencontre de Ryoka, une demoiselle qui souhaite redonner les sentiments qui ont été dérobés à sa meilleure amie Amiru, sentiments qui ont été dérobés par Nina lorsqu'elle était encore en activité. Et comme par hasard, ça commence à faire beaucoup, le sentiment qui lui a été enlevé est l'amour parce que la scénariste qui a écrit cette série n'a aucune imagination. Nos deux héroïnes aimeraient bien le lui redonner, mais en allant voir Yuzu et Lime le lendemain dans une dimension entre la réalité et le common, après s'être déconnecté de la réalité. Elle leur explique que pour restituer un sentiment, il faut qu'il ne soit pas détruit. Mais comme par hasard, Nina l'a détruit à la demande d'Ameru. Et alors que Yuri et Ruka sont des légumes pendant 2 minutes, qui est-ce qui arrive? Attendez, parce que vous pensez que ça va être comme d'habitude. Mais non! Elles ont 2 nouvelles recrues. Et bien évidemment, il s'agit de Ryoka et d'Amiru. Excuse-moi, cette fois-ci, c'est la sauvegarde automatique. Mais alors, pourquoi ont-elles rejoint le groupe de méchantes Reflector? Si j'ai bien compris, c'est parce que Ryoka était amoureuse d'Ameru, évidemment, mais pour restituer ce sentiment qu'elle a perdu, il faut ouvrir les portes du common, donc le monde où il y a les émotions, tout ça. Mais pour elle, Iori et Ruka en ont entravé l'entrée, et donc elles veulent les défoncer. Bon, ce n'est que mon avis, mais toute cette histoire aurait pu être réglée
comme ça. Amira, je dois t'avouer un truc. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça part en baston pour la énième fois, j'ai arrêté de compter, Ruka et Yuri ont encore perdu, Mina réprimande cette dernière et lui montre enfin pourquoi sa sœur Mio a changé. Eh ben enfin, ça fait 17 épisodes, soit 6h55 qu'on attendait ça. Je vous épargne l'épisode entier entre sa rencontre avec Momo, le moment où elle devient réflecteur qui se passe de l'exacte même manière que dans le premier jeu avec Hinako et avec les mêmes arguments. Faites donc très attention mesdames dans les rues, il y a 2 lycéennes blondes qui en ont après vous. Mais sachez que tout ce scénario de con là, c'est parce que Mio tient tellement à Yuri suite au départ de leur mère et qu'elle a tellement vu les autres souffrir que lorsque cela arrive à sa propre sœur, selon elle, par sa faute, parce qu'elle ne voulait pas aller dans le lycée dans lequel elle se trouve actuellement, et donc, elle a vrillé. Vous êtes déçus, hein? Parce que moi aussi, hein. Yuri s'enfuit durant tout l'épisode suivant, tandis que Mio a, elle aussi, plongé dans la scène. Et évidemment, elle envoie Ryoka Miharu pour voler le fragment de Yuri. Mais heureusement, alors que tout semble fini, Ruka arrive pour la sauver. L'objectif de ce combat sera donc de redonner la raison à tout ce beau monde. Après, c'est un combat de boss classique d'animé de merde avec des flashbacks et surtout, Yuri se retourne contre des alliés. Et à la suite de ce retournement de situation complètement pété, Yuri étant en position de faiblesse, Mio en profite pour récupérer son fragment qui va lui permettre d'ouvrir les portes du common pour qu'elle-ci puisse remodeler les fragments de tout le monde. Enfin que des filles pour que Yuri puisse vivre heureuse. Attends, tu veux dire que la meuf, là, elle va détruire le monde pour un truc aussi égoïste? Mais ta putain de sœur, elle sera morte! Et toi aussi, là, c'est quoi ce plan de merde? On dirait Elio de la Team Galaxy dans Pokémon! Et là, le moment est enfin venu. C'est l'heure du véritable combat tant attendu entre Yuri et Ruka d'un côté et Mio de l'autre, tandis que Miyako et Amuro partent à la recherche de Shino. Et encore des flashbacks. Bref, elle est déjà battue. C'est tout? Tu veux dire qu'en se souvenant à quel point sa sœur ne lui a strictement rien fait, tout est rentré dans l'ordre et elle a perdu? Eh vas-y, c'est bon, on est à la fin là? C'est pas fini, il reste évidemment encore 5 épisodes. J'ai envie de mourir. Shino a buté Yuzu et Lime. Elle broue même la 4G, hein. Ne me demandez pas comment elle fait, je sais pas. Et après, encore des flashbacks. Mio se retourne contre Shino et cette dernière entre dans le common, ce qui fait reprendre ses droits à la nature. Ah, et Yuzu et Lime ont ressuscité pour la 3e fois. Bref, la ville est devenue tout herbue, les gens n'ont plus d'émotion, enfin, sauf Snowplook, et Mio est sauvé. Ce qui, je rappelle, était le but de toute cette histoire, hein. Yuri trouve dans le jardin de l'école de Saint-Inès une version enfant de Shino, qui est en réalité son fragment. Parce qu'en entrant dans le common, Shino a réussi à rendre les sentiments physiques. Ne me demandez pas comment ça marche. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Shino s'est-elle séparée de ses sentiments? Eh ben, c'est parce que Shino, qui s'appelle en réalité Kano, se faisait manipuler, elle et sa sœur jumelle, par sa mère qui avait pour objectif d'éliminer tous les impurs en mode... Elle a conçu un culte de la personnalité autour de sa fille pour manipuler aussi les jeunes filles qui finissent dans les écoles construites par l'Odicule. Sa mère, n'aimant pas sa sœur jumelle, la crucifie en mode Saint-André avec un rituel pour la tuer. J'avais raison depuis le début. Je passe vite fait sur la fin, car c'est vraiment la goutte de trop, hein. Uta, qui est venu éliminer le fragment de Shino, se fait éliminer à coups de poêle comme dans PUBG. Elles partent toutes à la recherche de Shino, et cet effet est dégueulasse. Après de longues péripéties, elles finissent par la retrouver, en plongeant dans de la lave. Et après un long combat composé de joutes verbales se finissant par un... Kamehameha, Shino se soulage ses propres sentiments, le common est reconstruit, Yuzu et Lime ressuscitent encore, les sentiments de tout le monde, enfin, des meufs reviennent, et le monde est à nouveau aux mains des capitalistes. Bon, Kyuta est toujours en vie, mais... Et voilà, c'était Blue Réflexion et c'était une merde absolument incompréhensible. Outre le fait que ce soit vraiment moche, on en a déjà parlé au début, vous l'avez sûrement remarqué, mais c'était vraiment difficile à suivre. Eh ben, sachez que pour moi aussi, c'était difficile à cause d'un truc que je n'ai volontairement pas mentionné. Les 2 tiers des dialogues, c'est juste les filles qui se justifient sur les sentiments et les émotions.
C'est tout. Je sais que c'est le thème, mais à force de répéter les mêmes choses en boucle, on a compris au bout d'un moment. Et puis on va pas se mentir, 24 épisodes c'est beaucoup trop alors que l'histoire aurait pu être racontée en 12. D'ailleurs, en parlant de cette histoire, elle se prend pas un peu trop au sérieux? On parle quand même d'un groupe de personnes ayant la même mission mais avec des idéaux différents dont certains font partie d'une secte néo qui finit par détruire le monde avec des personnages qui hurlent de douleur et qui font des dramas à longueur de journée pour un rien. On dit que le scénariste est un Dark Sasuke fan de Shadow dans Sonic et qu'il a voulu faire un truc trop dark avec des filles parce que c'est trop drôle de voir des filles souffrir. Vraiment, je me demande ce qu'il s'est passé pour qu'on ait eu un torchon pareil. Moi je sais. On est 3 semaines après. Cet animé catastrophique est le résultat d'une mauvaise collaboration entre l'éditeur du jeu, Koei Tecmo, et le studio d'animation JC Staff. Koei Tecmo, ne contrôlant pas trop ses licences, ont simplement demandé avec un appel d'offres une série animée liant Blue Reflection 1 et sa suite qui était en préparation. JC Staff ayant répondu à l'appel d'offres parce que le studio est en constante survie financière, et Koei Tecmo ne contrôlant pas assez ses licences, ils ont donc eu carte blanche et ont donc nommé réalisatrice une animatrice clé et une scénariste qui est à peine débutante dans le milieu. De plus, l'illustrateur qui est censé faire la conversion entre les illustrations d'origine et l'animation n'a contacté qu'une seule fois l'illustrateur d'origine. Et en plus, les illustrations étant un peu complexes, et ben ça a donné ce caca. Cela ayant créé en plus beaucoup d'incohérences entre le premier et le deuxième jeu prévu, Koei Tecmo a dû adapter le scénario de sa suite, qu'on verra peut-être une autre fois, même si j'avais déjà fait une vidéo par le passé, mais vu tout ce que je sais maintenant sur cette licence un petit peu maudite, je pense qu'un refresh serait intéressant. Donc je vous dis, à la prochaine.